Ce programme comporte des scènes pouvant heurter la sensibilité d'un public non averti. Bonsoir, nous sommes dans le nouveau palais de justice de Paris. C'est ici que se déroule actuellement le procès des attentats de janvier 2015, celui du massacre de Charlie Hebdo, des assassinats des policiers et de la tuerie et prise d'otage de l'hypercachère. Ces événements dramatiques qui ont endeuillé la France il y a 5 ans n'étaient que les premiers d'une grande vague qui s'est achevée dans l'horreur avec les 130 personnes assassinées lors des attaques du 13 novembre. Ces attentats d'une ampleur historique ont été présentés par Daesh comme une vengeance à la politique de la France contre les groupes terroristes. La menace était connue, les autorités la savaient imminente, pourtant ni les services de police ni ceux de renseignement n'ont su la déjouer. C'est le récit et les secrets de cette année de larmes et de sang que nous allons vous raconter ce soir avec la participation exceptionnelle de François Hollande. L'ancien président de la République nous dévoile les coulisses de cette effroyable série d'attentats. Bernard Cazeneuve, Anne Hidalgo, le procureur François Molins, le général Denis Favier, Jean-Michel Fauvergue, le patron du RAID, nous racontent comment ils ont affronté ces actes de guerre. Et vous découvrirez également les témoignages bouleversants des victimes du fanatisme islamiste. De Charlie Hebdo au Bataclan, les derniers secrets des attentats de 2015, un film produit par TV Presse, écrit et réalisé par Jérôme Corquiquian. Mes chers compatriotes, les vœux que je vous présente ce soir ne ressemblent à aucun de ceux qui les ont précédés. C'est une nuit d'horreur et le cauchemar n'est pas terminé. Car nous venons de vivre une année terrible. Commencée avec les lâches attentats contre Charlie Hebdo, l'hypercachère. Pour s'achever dans l'horreur avec les actes de guerre perpétrés à Saint-Denis et à Paris. Il y a plein de blessés, il y a plein de morts. Un truc de dingue. Il y a des morts, mais carrément, regarde tout ça, le carnage. À l'intérieur, il y en a partout. Ces tragédies demeureront gravées dans chacune de nos mémoires. Elles ne s'effaceront jamais. Il y a du sang partout, il y a des trous partout. Voilà. Je vois la petite terrasse, on me dit qu'il y a 19 morts, et je dis à mon ami, Victor est mort. Et ils sont comme ça. En fait, ils tirent comme ça par des gestes, comme ça, par rafale, sans cesse. Je vois des balles qui sifflent et surtout je vois des balles qui transpercent des corps. Là, je suis juste, entre guillemets, fait comme un rat, quoi. Il parle plutôt calmement pour des gens qui viennent de tuer une centaine de personnes. En gros, il dit on fait partie de l'État islamique et on est venu pour se venger de ce que fait le gouvernement de la France à nos familles en Syrie et en Irak qui sont sous les bombes des avions français. Tout d'un coup, les Français se sont rendus compte que la guerre ne s'arrêtait pas aux frontières de la France. Nous sommes face à une organisation, Daesh, qui nous fait la guerre. C'est pourquoi l'année 2015 est une année où la guerre s'est produite sur notre territoire. Quand on reprend l'année 2015, chaque 2 mois, il y a eu soit un fait d'attentat terroriste, soit une tentative d'attentat terroriste. Rien de semblable ne s'est produit par le passé. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est de voir que le terrorisme pouvait prendre corps au sein même de notre pays, par certains de nos ressortissants. Et ça, c'est un éclairage que je n'avais pas perçu jusqu'alors. Donc ce sont des jeunes qui peuvent grandir dans des cités en France et répondre à des appels qui sont lancés par des organisations terroristes multinationales et qui renient complètement leur pays, leur propre pays. Ils ont tué beaucoup de monde, mais ils ont totalement échoué parce qu'ils ont montré qu'au fond, à part la mort, ils ne portaient pas grand-chose. Et je vous dois la vérité. Nous n'en avons pas terminé avec le terrorisme. La menace, elle est toujours là. Elle reste même à son plus haut niveau. Nous déjouons régulièrement des attentats. On nous disait effectivement en permanence que la menace n'avait jamais été aussi forte, que la France était une cible privilégiée et que, en réalité, quelque chose allait se passer. Simplement, on ne savait ni quand, ni où, ni comment.
Paris, mercredi 7 janvier 2015. Des coups de feu claquent dans le 11e arrondissement de la capitale, au 10 rue Nicolas Appert. C'est l'adresse du siège de Charlie Hebdo, le célèbre hebdomadaire satirique. Il est 11h35. Personne ne le sait à cet instant, mais il s'agit de la première attaque terroriste de l'année 2015 sur le sol français. La première d'une longue série. Ces deux hommes en noir viennent d'assassiner 11 personnes, dont 8 membres de la rédaction de Charlie. Dans la rue, ils crient avoir vengé le prophète Mahomet. Les meurtriers sont équipés d'armes de guerre. Ils ont déjà ouvert le feu sur les premiers policiers qu'ils ont aperçus et ils ne vont pas hésiter à cribler de balles cette voiture de patrouille qui gêne leur fuite. Un peu plus loin, boulevard Richard Lenoir. Nouvel échange de tirs avec d'autres policiers. Un brigadier est blessé. Il est couché sur le sol. Ce terroriste l'achève d'une balle dans la tête. C'est le 12e mort. Les tueurs remontent dans leur Citroën C3 et disparaissent dans la circulation. Dans l'immeuble de Charlie Hebdo, les survivants appellent à l'aide. Le graphiste du journal téléphone au docteur Patrick Pelou. L'urgentiste est un collaborateur de l'hebdomadaire. Il est à une réunion avec des pompiers à quelques rues de là. Il prend sa moto et arrive en 5 minutes. J'ai pénétré en premier dans Charlie Hebdo. Et j'entends déjà les gémissements, les pleurs. Et puis il y a beaucoup de fumée, parce que ça sent la poudre. Et il y a plein d'étuis de cartouches par terre. Ce qu'on voit là, c'est une scène de guerre. Moi, je suis médecin civil. Je n'ai jamais assisté à un truc pareil. J'en ai vu, j'ai vu plein de catastrophes dans Paris. J'ai vu, je pense, toutes les morts possibles, tous les drames possibles, mais ça, jamais. C'est une scène de guerre. Il y a du sang partout, il y a des trous partout. Voilà. Et on ne peut, hélas, pas sauver ceux qui sont en arrêt cardiaque quand ils ont des plaies par balles d'armes de guerre dans le thorax. Charb, Cabu, Wolinski, Tinius, Honoré font partie des victimes. Cela faisait près de 10 ans que les dessinateurs du journal étaient menacés par les intégristes musulmans. Charlie Hebdo est devenu une cible prioritaire pour les djihadistes au lendemain de la publication des caricatures du prophète, en rajoutant notamment la fameuse caricature de Cabu qui allait faire la une et donc être l'objet du scandale, cette image d'un Mahomet se tenant la tête avec la légende Mahomet débordé par les intégristes et la phrase attribuée à Mahomet qui dit « c'est dur d'être aimé par des cons ». Ces caricatures, publiées en 2006, sont devenues en France le symbole de la liberté d'expression. Mais dans de nombreux pays, elles ont été considérées comme intolérables. Et en novembre 2011, après la publication de nouveaux dessins du prophète, un incendie criminel avait détruit les bureaux de Charlie Hebdo. Alors, la France n'est pas un village gaulois, et il est intégré dans un monde. Hein. Et dans un monde, il y a différentes façons de penser. Et en l'occurrence, il y a des populations qui sont croyantes. Là, on touche à un pilier d'une religion, son image, son incarnation, le prophète. Qui ça cible, le fait de s'attaquer à une figure religieuse comme le prophète? Ça cible qui? Ça cible les radicaux. Donc, qu'est-ce que vont faire les radicaux? Ils vont réagir.
les terroristes islamistes veulent toujours châtier ceux qui leur tiennent tête. Les tueurs ont voulu laver dans le sang l'affront fait à leur prophète, mais en décimant la rédaction de Charlie, ils viennent aussi de saigner une des valeurs fondamentales de la République française, la liberté d'expression. Le docteur Patrick Pelloux, qui est arrivé juste après le départ des terroristes, découvre les corps de ses amis abattus dans la salle de rédaction. Il décide d'alerter en personne le président de la République pour l'informer de la tuerie. Pour moi, c'était une attaque de la France. Et je savais que de toute façon, le président de la République serait prévenu longtemps après. Parce que c'est la lenteur de notre système. Donc d'un coup, j'ai appelé le standard de l'Élysée, le président de la République. Patrick Pelloux donc appelle mon secrétariat pour me dire ce qu'il voit. Et j'ai peine d'ailleurs à comprendre ce qu'il me dit, tellement sa voix est étouffée par l'émotion, par la douleur. Et il me dit, il faut venir, ils sont tous morts. Je lui ai dit, c'est affreux, ils sont tous morts. Voilà. Et la seule chose qu'il m'a dit, j'arrive. Voilà. Mais les services de sécurité me demandent instamment de prendre un peu plus de temps, voire même de ne pas y aller. Car il peut y avoir des terroristes qui sont restés sur place et qui attendent justement la visite des officiels, en l'occurrence le président de la République, pour commettre un forfait supplémentaire. Le président doit attendre que les rues autour de Charlie soient sécurisées. Sur place, les premiers secours et les renforts de police viennent tout juste d'arriver. François Molins, le procureur de la République de Paris, est présent. Il a 40 ans de carrière. Il est aguerri aux scènes de crime, mais aujourd'hui, il est sous le choc. Oui, clairement. Moi, j'ai été frappé par l'odeur de poudre et de sang qui régnait dans l'immeuble. Ça sentait vraiment la mort. Que voyez-vous ? Un enchevêtrement de corps avec des traces de sang et de projections partout sur les murs. Enfin, on n'est pas habitué à voir des choses comme ça dans un exercice professionnel classique où quand on a des affaires de meurtre ou d'assassinat, on peut voir une victime, deux victimes, trois victimes. On ne voit pas des choses pareilles, surtout avec ce type d'armement. François Hollande rejoint finalement les lieux de l'attaque. L'attentat a eu lieu il y a près d'1 heure. Le chef de l'État retrouve Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, et Anne Hidalgo, la maire de Paris. Il faisait très gris, il faisait froid. Et là, c'est François Molins qui sort de l'immeuble. Il est livide, mais livide. Et on croise son regard et là, on comprend tous la gravité de la chose. Il a vu l'amoncellement des corps et certains qui sont rescapés et qui étaient dans les locaux au moment où la tuerie est intervenue sortent des locaux avec le niveau de traumatisme que l'on imagine aisément. Je revois d'ailleurs Pelloux qui était dans la rédaction, qui est ami du président de la République, qui sort des locaux de Charlie Hebdo et s'effondre dans les bras du président de la République, incapable de dire un mot, tellement il est saisi par l'horreur et l'effroi. Il y a un acte d'une exceptionnelle barbarie qui vient d'être commis ici à Paris contre un journal. Un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté. Je comprends bien que nous sommes devant des individus qui ont voulu décimer toute la rédaction de Charlie et que l'acte prend une dimension tout à fait exceptionnelle. La France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste, ça ne fait pas de doute. Nous avons donc engagé des actions pour retrouver les auteurs de ces actes. Ils seront pourchassés aussi longtemps que nécessaire pour qu'ils puissent être arrêtés et traduits devant les juges et condamnés. Dans l'immédiat, les auteurs de la tuerie de Charlie Hebdo sont en cavale. Après l'attentat contre Charlie, ils ont filé vers le nord de Paris. Les fugitifs ont abandonné leur véhicule avant de braquer une automobiliste pour lui voler sa voiture. Et ils ont quitté Paris au niveau de la porte de Pantin. On est véritablement dans une course contre la montre. Pour nous, l'objectif, c'est
de procéder sans délai à l'arrestation des terroristes, dont nous avons raison de considérer qu'ils sont extraordinairement dangereux. Le chef de l'État préside un conseil de défense à l'Élysée. Et au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, une cellule de crise coordonne la traque des terroristes. Le premier enjeu, c'est d'éviter d'autres attentats, répliques sur le territoire national. Bon, il y a une très grande concentration et une très grande mobilisation à la fois des esprits et des personnes. Dans cette salle de crise, il y a un homme qui a déjà été au combat face à des terroristes. C'est le général Denis Favier, le patron de la gendarmerie nationale. En 1994, sur le tarmac de l'aéroport de Marseille-Marignane, il a conduit l'assaut du GIGN contre les pirates de l'air, soupçonnés de vouloir faire s'écraser l'Airbus d'Air France sur la Tour Eiffel. Mon passé professionnel m'a mis en rapport effectivement avec les terroristes à plusieurs reprises. Lorsqu'on a eu à gérer par exemple des situations extrêmement lourdes comme l'opération de libération d'otages à Marignane en 1994, où là nous sommes face à des terroristes, un commando structuré de 4 hommes qui veulent ensuite conduire l'avion à s'écraser sur la capitale. On est face là à un terrorisme particulier qui est encore en mesure d'accepter un début de négociation. La situation qu'on rencontre en 2015, elle est de nature différente. Nous sommes là sur des actes qui sont des actes extrêmement violents, rapides, liés à des terroristes qui ont tué, qui sont partis, qui sont en mouvement, qui sont susceptibles de tuer encore. Donc il importe de s'engager massivement pour mettre un terme à leur cavale meurtrière. Dans la voiture que les tueurs ont abandonnée à Paris, les enquêteurs trouvent un indice qui pourrait être déterminant. Une carte d'identité au nom de Saïd Kouachi. Nous nous interrogeons sur la validité de ces papiers. Est-ce que ce sont bien les auteurs ? Est-ce qu'ils n'ont pas laissé ces papiers-là pour créer une diversion? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces terroristes sont à la fois très déterminés, mais pas forcément très exceptionnels. C'est-à-dire, ils sont capables de commettre les pires horreurs, mais de ne pas être en état de fuir sans laisser de traces. En fait, rapidement, les services de police n'ont guère de doute. Saïd Kouachi, tout comme son frère Chérif, sont connus pour leur lien avec les extrémistes islamistes. Chérif a été condamné pour association terroriste en 2008. Sorti de prison, il aurait utilisé le passeport de son frère Saïd pour s'entraîner dans un camp d'Al-Qaïda au Yémen en 2011. Les frères Kouachi ont le profil de ces Français musulmans embrigadés par les djihadistes et qui inquiètent tant les autorités. Un très grand nombre de jeunes français partent sur le théâtre des opérations terroristes, sont entraînés au maniement des armes, sont endoctrinés, radicalisés, avec l'objectif pour ces groupes qu'ils reviendront sur le territoire européen pour commettre des crimes. Les frères Kouachi étaient scrutés par la police, mais ils ne semblaient plus représenter une menace. Les écoutes, les filatures ne donnaient rien. Résultat, en 2014, la DGSI, la Sûreté intérieure, abandonne leur surveillance. C'était quelques mois seulement avant la tuerie de Charlie. Quand un attentat est réussi, c'est qu'on a affaire à des individus qui sont aguerris et qui nous connaissent mieux que nous ne les connaissons. Donc ceux qui réussissent, c'est ceux qui savent très bien comment se protéger des actions de surveillance menées par les services de renseignement. Le renseignement intérieur les croyait inoffensifs et les voilà ennemis publics numéro 1. Alors, où sont passés les frères Kouachi? Comment faire pour mettre la main dessus? Comment les neutraliser? Nous avons une première piste qui est de retrouver là où ils vivent et leur famille, pour savoir s'ils ont trouvé refuge là-bas. Saïd Kouachi est domicilié à Reims. Les enquêteurs décident de perquisitionner son appartement et ceux d'autres membres de sa famille. L'opération devrait rester discrète, mais certains services de police ont communiqué l'information aux journalistes. L'action des forces de l'ordre est donc filmée en direct par la presse. C'est du jamais vu, et cela soulève immédiatement des problèmes de sécurité. Moi, avec mon équipe du RAID, je suis envoyé à Reims ce jour-là où il y a quelques adresses à vérifier. Sur l'intervention de police traditionnelle, vous n'êtes pas escorté par des journalistes. Là, ça va être le cas. On sera escorté tout le temps par des journalistes sous les yeux des caméras du monde entier. Il y a même des journalistes qui arrivent en voiture face à nous, dans la même voiture que les frères qui étaient signalés par les frères Kouachi. Donc, on est passé à deux doigts du drame, quoi. Et puis aussi,
À partir du moment où on est filmé en direct, ça veut dire que les terroristes peuvent être informés en direct eux aussi de la même manière. Et donc, je considère qu'il y a là un manquement grave, un dysfonctionnement préoccupant. Et je demande des comptes au grand patron des services que j'ai rassemblés dans une petite salle du ministère de l'Intérieur qui s'appelle le Fumoir. Je leur demande de m'expliquer pourquoi il en est ainsi. Je constate que les services ne se sont pas parlé entre eux, dans la grande tradition de ce qu'on appelle, de façon souvent triviale, la guerre des polices. Et à ce moment-là, j'indique à mes collaborateurs que nous ne sortirons de cette salle que lorsque la crise terroriste sera terminée, que je n'admettrai pas de nouveaux dysfonctionnements de ce type, et qu'il appartient désormais à chacun d'être à la hauteur de la situation en comprenant que c'est la République dans son ensemble qui rattrapera les terroristes et pas tel ou tel service en compétition avec tel ou tel autre. Le lendemain de l'attaque de Charlie Hebdo, à 8h du matin, des coups de feu claquent à Montrouge, dans la banlieue sud de Paris. Un homme armé d'un fusil d'assaut tue une policière municipale dans la rue. Dans un contexte de haute tension, les autorités se demandent si le meurtrier qui a pris la fuite a un lien avec les frères Kouachi. Il y a des témoins qui vont décrire un individu hautain mat, peut-être africain, pas très grand, très costaud, avec une doudoune avec une capuche bordée de fourrure. Et il y a déjà des policiers très fins qui vont faire le lien entre effectivement assez vite ce profil africain et le fait qu'il y avait un Africain dans l'entourage proche des frères Kouachi qui n'est autre qu'Amédi Koulibaly. Amédi Koulibaly. Les témoins ont fait son portrait robot et c'est son ADN qui a été trouvé sur une cagoule abandonnée par l'assassin de la policière. Il a 32 ans. C'est un délinquant multirécidiviste. Et c'est en prison qu'il s'est converti à l'islam radical, aux côtés de Chérif Kouachi. Les enquêteurs sont désormais persuadés que Koulibaly et les frères Kouachi se sont associés pour commettre leurs crimes et lancer une vague d'attentats. Et à partir de là, effectivement, on est dans une forme de spirale infernale qui commence à voir s'enchaîner les événements les uns après les autres. Et avec une impression que ça ne s'arrêtera jamais. Et c'est ça, en fait, que signe l'affaire de Montrouge. Effectivement, les coups de théâtre se succèdent. 1h30 après l'assassinat de la policière à Montrouge, les frères Kouachi sont repérés à une centaine de kilomètres à l'est de Paris. Ils sont près de Villers-Cotterêts, sur la Nationale 2. C'est la route qui conduit à la Belgique, un pays où résident aussi de nombreux fanatiques islamistes et où ils pourront peut-être se planquer. Mais en chemin, les frères Kouachi braquent cette station-service. Il est 9h26. Leur image est enregistrée par les caméras de vidéosurveillance. Effectivement, les deux hommes en question, ce sont les frères Kouachi. Dès lors, c'est une opération extrêmement importante qui se met en place. Donc c'est une chasse, une opération de chasse qui est engagée. Dans un périmètre qui est un périmètre vaste, autour de cette station-service, pour interdire aux terroristes tout mouvement et d'aller les chercher pour les obliger à se dévoiler aux forces de l'ordre. Et comme le dispositif était étanche, ils ont été décelés. Le 9 janvier, à 8h30, la nouvelle tombe au palais de l'Élysée. Les frères Kouachi sont pris en chasse par une patrouille de gendarmerie. Au moment où nous avons l'info, nous sommes en Conseil de défense. Le Conseil de défense se réunit à l'Élysée sous l'autorité du président de la République et nous avons l'information que les terroristes tombent sur un barrage et ils se réfugient dans une imprimerie à Dammartin, en Gouelle. Et à ce moment-là, nous faisons immédiatement cerner cette imprimerie. J'ai grande confiance dans le général Favier. Je souhaite qu'il se rende sur place pour diriger les opérations. À Dammartin-en-Gouelle, les frères Kouachi prennent en otage le patron de l'imprimerie, puis ils le laissent partir vers 10h30. Il reste un employé dans l'entreprise. Il s'est caché, recroquevillé, dans un petit meuble, sous un évier. Il tremble d'être découvert. Les troupes d'élite ont pris position autour du bâtiment. Le général Favier arrive sur place. À Dammartin-en-Gouelle, la situation est figée, avec des forces de l'ordre qui assurent un bouclage totalement hermétique de la zone. Et on rentre dans une gestion de prise d'otage assez classique à ce moment-là.
Les négociateurs essaient de joindre au téléphone les terroristes retranchés dans l'imprimerie. Mais ils n'y parviennent pas. Quelqu'un d'autre les a devancés dans la prise de contact, ce qui insupporte les gendarmes et François Molins. La ligne de l'imprimerie est occupée par un journaliste qui a eu l'idée saugrenue, j'en dirai pas plus, d'appeler les frères Kouachi pour parler avec eux et de bloquer la ligne. Un journaliste de BFM s'entretient au téléphone avec Chérif Kouachi qui revendique la tuerie de Charlie Hebdo au nom d'Al-Qaïda au Yémen. Les frères Kouachi, c'est des pauvres types qui se vivent comme des desperados ou des soldats du djihad appartenant à une organisation internationale et qui renient la France comme leur pays. Et ça a envoyé un message, c'est si ce n'est plus mon pays, je m'autorise à entrer en guerre. Et je me pose la question, comment 2 enfants, 2 adolescents, certes dans des milieux très défavorisés, mais qui ont reçu une éducation grâce à la République, comment ont-ils pu dériver à ce point ? Maintenant qu'ils ont fait passer leur message de revendication aux journalistes, les frères Kouachi ne veulent plus répondre au téléphone. Ils rejettent les appels des négociateurs du GIGN. Il y a un refus total de répondre aux sollicitations des négociateurs. Donc on voit bien qu'on est sur une prise d'otage, qu'on appréhende de manière classique au départ, mais qui va évoluer sur quelque chose de beaucoup plus dur. Ce sera un assaut qui permettra de régler la crise, de libérer l'otage et de mettre un terme à la situation opérationnelle face à laquelle nous sommes. Mais un nouvel événement dramatique vient bouleverser la situation. Alors que le GIGN prépare un assaut contre les frères Kouachi, une nouvelle attaque a lieu à 40 km de l'imprimerie, porte de Vincennes, à Paris. Il est 13h. Il y a une prise d'otage dans une épicerie, l'épicerie Père Cachère, du côté de la porte de Vincennes. Le Premier ministre m'informe que son épouse est non loin de là et qu'elle entend elle-même ces tirs, avec là aussi très rapidement un bilan faisant état de plusieurs morts et beaucoup de monde à l'intérieur de cette épicerie. Nous apprenons qu'une prise d'otage a lieu à l'Hypercacher. Nous ne savons pas encore par qui. Très vite, nous savons que c'est l'individu qui a commis l'agression et l'assassinat de la policière de Montrouge. Au début d'après-midi, on a l'arrivée de Amélie Koulibaly à l'Hypercacher, qui tue 4 personnes, qui prend tous les autres usagers qui se trouvent dans le magasin en otage et qui va venir dire immédiatement « si vous donnez l'assaut contre les frères Kouachi, je tue tous les otages ». Donc effectivement, là on est vraiment au paroxysme, j'allais dire, de cette situation et de cette spirale. Nous savons qu'il y a un lien entre Koulibaly et les frères Kouachi. Donc nous comprenons bien que nous sommes dans une opération concertée. Et d'ailleurs, dans les revendications de Koulibaly, il y a bien le fait que les frères Kouachi ne doivent pas être appréhendés. L'ouverture de la deuxième crise nous met face à une double situation de prise d'otage. C'est une situation totalement inédite, avec 2 actions contre-terroristes majeures sur 2 points différents. Oui, des prises d'otages, mes prédécesseurs ont pu en connaître. Des actes terroristes, hélas. Mais pour la première fois, nous avons 2 événements, 2 actes, 2 lieux. À Dammartin, la situation est figée. On est face aux terroristes qui sont retranchés. Donc là, nous ne sommes pas pressés par le temps. À la porte de Vincennes, les choses sont différentes. Il y a plus d'otages, la situation est extrêmement délicate. Donc la priorité opérationnelle est clairement donnée à porte de Vincennes, en engageant sur Paris le RAID et la BRI, et en laissant bien sûr le GIGN à Dammartin-en-Goële, puisqu'il a la maîtrise de la situation. Jean-Michel Fauvergue, le patron du RAID, doit quitter le site de l'imprimerie et foncer vers l'Hypercacher, qui se trouve à une demi-heure en voiture. Sirène hurlante et gyrophare allumé, il avale les kilomètres. Dans ce contexte de crise exceptionnelle, il est en charge de commander à la fois les équipes du RAID et celles de la BRI. Mais à l'approche de la porte de Vincennes, il rencontre un obstacle inattendu. Un immense embouteillage. Moi j'arrive de l'autoroute, tout est fermé. Il n'y a plus de circulation, les voitures sont à l'arrêt et on avance en tapant sur les carreaux, les véhicules se poussent
Et les gens ils entendent, ils écoutent à la radio, ils sont affairés sur le truc. Ils sortent des véhicules. Hein. Nous, on est en tenue d'intervention, écrit raid dans le dos, donc ils disent allez-y le raid, allez-y, crevez-les, tuez-les, il y en a assez, on est avec vous, etc. Voilà, il y a des paroles très fortes, quoi, sur le coup de l'émotion et de la colère. Il faut savoir que ces gens écoutent la radio, savent qu'il y a eu des morts, etc. À l'intérieur de l'hypercacher, Coulibaly détient 17 otages. 7 autres personnes, dont un bébé, sont cachées dans une chambre froide, au sous-sol. Le terroriste téléphone à une chaîne d'infos continue et il confirme qu'il s'est coordonné avec les frères Kouachi. Il revendique ses attaques au nom de l'État islamique. Coulibaly se voit comme un soldat qui mène une guerre contre les ennemis de l'islam et notamment contre la France, qui s'est engagée en Irak. On parle évidemment des choix de politique extérieure, c'est-à-dire d'engagement militaire. Hein, et ça, l'engagement militaire, il a lieu en 2014 en Irak. Évidemment, tout engagement militaire génère des réactions. Localement, ça fait quand même des civils qui sont impactés par ce type de guerre. Et en même temps, c'est tout à fait instrumentalisé et récupéré par l'ennemi, en l'occurrence les groupes djihadistes. Ils considèrent que ce ne sont pas eux qui attaquent, mais eux et toute la population civile et qui sont attaqués par des armées étrangères. Donc nous pensions bien que notre action contre le terrorisme aurait nécessairement des prolongements et que les terroristes essaieraient d'attaquer sur notre propre sol. Je mesure avec toute la lourdeur, la gravité, la douleur même, cette situation qui fait du président de la République forcément un homme ou une femme qui engage son pays et qui doit en porter demain la responsabilité. À l'hypercacher, prise d'otages, beaucoup de personnes. Pour moi, qui ne suis pas évidemment de la police, c'est quelque chose de presque irréel. Avec voilà, cette angoisse, les policiers, tout le monde a peur, je pense. Enfin, tout le monde est concentré, mais tout le monde a peur. Il y a des écoles, il y a des crèches à proximité qui sont confinées et on sait qu'il a des explosifs, qu'il a un champ de vision potentiellement très large puisque l'hypercacher est positionné à un endroit avec des immeubles à portée d'atteinte. Ouf, j'ai encore beaucoup d'émotions à en parler parce que c'est des moments très, très lourds où tout le monde se surpasse. On sait qu'il y a vraisemblablement 4 victimes, mais il y a quand même des otages qui ont réussi à communiquer avec l'extérieur. En tous les cas, tu es d'accord avec moi qu'il ne vous a pas repéré. Il ne vous a pas repéré. Cet homme a réussi à joindre son frère, qui se cache de Coulibaly dans la chambre froide du magasin. Ok, ils sont 6 avec un bébé. D'accord, un bébé d'1 mois. Ils n'en peuvent plus, ils meurent de froid parce qu'ils sont dans une chambre de froid. Est-ce que tu as réussi à couper le froid? Un policier écoute la conversation. Ils ont réussi à couper le froid, mais il fait très froid. Il a caché, lui, il a claqué la porte et il a caché la clé dans un boîtier à côté de la chambre froide. 6 plus un bébé dans la chambre froide. Voilà. Monsieur, je m'en occupe. Monsieur, je vais vous demander de rester là, puis de rester à votre disposition et de sortir là-bas. À ce stade, le RAID et la BRI ignorent le nombre exact d'otages et si Coulibaly a un complice avec lui dans le magasin. Ils sont 6 plus un bébé d'1 mois. Je sais, mon frère Johan, mais mon frère, ils sont en train d'étudier Johan, mon frère, je te dis, mon frère, j'ai envie de t'avoir avec moi. Moi, j'ai envie de te serrer dans mes bras, mon frère. Ça va, Torah, tu sais même pas comment. Non, parce qu'il y a 2... Non, je vais t'expliquer pourquoi. Apparemment, lui, il est au premier étage, d'accord? Donc apparemment, comme il est au premier étage, il ne peut pas se séparer des premiers otages. Donc il ne pourra jamais descendre en bas. Apparemment, vous êtes tranquille. Tant que vous restez tranquille et que vous ne faites pas de bruit, vous ne serez indétectable. Maintenant, explique-moi quelque chose, Johan. Est-ce qu'il peut repérer la clé que tu crois que tu as cachée? Tout comme les frères Kouachi dans leur imprimerie, Coulibaly refuse de se rendre. Alors, Jean-Michel Fauvergue préconise de lancer un assaut également à l'hypercacher. 19 otages à peu près.
en haut, en bas, répartis, on ne sait pas comment. Et possibilité éventuellement d'une ouverture de porte. Si on ouvre cette porte, il faut qu'on rentre. Au palais de l'Élysée, François Hollande écoute ses conseillers. Il a une lourde responsabilité. Il doit trancher sur la stratégie à tenir face aux terroristes. Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut user? Est-ce qu'il faut utiliser le temps pour que les terroristes ou preneurs d'otages se fatiguent? Ou est-ce qu'il faut intervenir? Donc je prends moi-même la décision. Je dis au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, nous allons agir à cette heure-là. L'assaut qui a la priorité, c'est celui contre l'hypercachère. Car Koulibaly a menacé d'exécuter tous les otages s'il apprenait que la police tentait d'arrêter les frères Kouachi. J'avais peur qu'il se venge, effectivement, que Koulibaly se venge sur les otages. Et on s'est mis d'accord avec déjà le ministre qu'effectivement, l'assaut, c'est moi qui le déclencherai. C'est le plan décidé, mais c'est pas comme ça que ça s'est tout à fait passé. Rien ne se passe comme prévu. Car ici, à Dammartin-en-Goële, un incroyable coup de théâtre se produit. Il est 17h. Les frères Kouachi sortent de l'imprimerie et attaquent le GIGN. Les frères Kouachi sortent, ils tirent et le GIGN riposte. Je suis au téléphone donc avec Bernard Cazeneuve. Il entend même les tirs que les frères Kouachi exercent sur les gendarmes du GIGN et il entend bien sûr les tirs en riposte des gendarmes du GIGN contre les frères Kouachi. Moi-même, nous parlons, les terroristes tirent, et j'entends les coups de feu au téléphone, et puis très vite, le général Favier me dit qu'ils sont morts. L'action suicidaire des frères Kouachi sidère les policiers, mais elle forge une conviction. Désormais, les terroristes veulent mourir, armes à la main. Au début de l'année 2015, on n'a pas encore une claire conscience de ce qu'est l'évolution terroriste. On va se rendre compte, au courant de l'année, que les terroristes maintenant se rendent sur des lieux, tuent et attendent les forces de l'ordre pour mourir en martyrs. Et l'affaire Meyrat en 2012 est à l'origine de cette évolution-là. L'affaire Meyrat, en 2012, c'est le point de départ de cette évolution en France. Retranché dans son appartement, à Toulouse, le terroriste attend le raid pour en découdre. Mohamed Merah a tué des militaires, il a tué des petits-enfants à l'école juive de Zaratora à Toulouse. Ensuite, il se retranche, deuxième temps, et troisième temps, que l'on ne connaissait pas à l'époque. Il veut mourir en shahid, il veut mourir en martyr, pour monter, pense-t-il, au paradis d'Allah le plus rapidement possible. Et plus il va combattre des adversaires qui sont valeureux, comme le RAID, le GIGN, les unités d'élite, etc., plus il montera rapidement possible au paradis d'Allah. Donc, cette manière de faire, c'est-à-dire d'aller rechercher la mort, ça n'était pas connu. C'est pour ça que Mohamed Merah, c'est l'an zéro de ce type d'attentat terroriste. Les frères Kouachi sont morts. Si Koulibaly l'apprend, il va tuer ses otages. Tout s'accélère. Porte de Vincennes. La première décision, c'est de déclencher l'offensive, l'opération sur l'hypercachère, pour que Koulibaly n'ait pas le temps de tuer les otages. Le RAID et la BRI doivent lancer l'assaut en urgence, même si la préparation de l'opération n'est pas totalement achevée. J'ai l'ordre d'assaut immédiat, je vais tenter de sauver tous les otages, je ne suis pas persuadé d'y arriver, je vais faire le maximum et je ne suis pas persuadé de ramener tout le monde à la maison de notre côté. Mais on le fera, on ira, on le fera et on va sauver le plus de vies possible. On est en face d'un individu hyper radicalisé, qui est à mon avis déterminé, bâton de dynamite, de Kalachnikov. Prendre la responsabilité d'un assaut, oui, c'est un risque que j'ai pris. C'est une décision où je mesurais bien que si elle échouait, ce serait forcément vers le président de la République que l'opinion publique se tournerait. 17h12. Déclenchement de l'assaut contre Koulibaly. Les artificiers placent une charge explosive à l'arrière du magasin. On fait exploser la porte arrière pour faire diversion. 3, 2. Une colonne
colonne de la BRI se met à l'arrière par la porte qui a explosé, mais ne peut pénétrer parce que derrière il y a des monticules de palettes qui ont été disposées là par Koulibaly. Mais elle engage le feu, donc elle fixe, comme on dit dans notre jargon, elle fixe Koulibaly. On a des premières images qui sont à notre disposition des hommes du RAID qui investissent la supérette hypercachère. Regardez. Pendant ce temps, 2 équipes du RAID vont sur l'avant de l'hypercachère, ouvrent le rideau métallique avec les clés, on avait les clés, ça nous permet de rentrer vers l'avant. Sur la gauche, il y avait le cadavre d'un otage. Koulibaly, qui était occupé à tirer vers l'arrière sur la BRI, se retourne et voit le RAID devant lui, donc il y a un échange de coups de feu. Le RAID pénètre. Et il y avait tous les otages qui étaient massés sur la gauche. Donc ça, le premier de porte le voit immédiatement. Donc il va se décaler sur la droite. Et il va attirer le feu de Koulibaly sur la droite. Il fait en sorte que Koulibaly se détourne des otages qu'il avait sur le côté. Et pendant ce temps, ses autres collègues du RAID ouvrent le feu sur Koulibaly, qui va forcer, qui va charger les hommes du RAID, les armes à la main, qui va venir mourir au pied de la porte. Il va jusqu'à la porte. Le terroriste est mort. Tous les otages encore vivants au moment de l'assaut sont sains et saufs. 2 policiers du RAID sont blessés. Je rentre dans le bureau du président de la République pour lui dire que l'assaut vient d'avoir lieu et que, à mon avis, les vies sont sauvées. Et là, le président est de dos, il est devant son écran et il se retourne vers moi et c'est le soulagement. Et une accolade entre lui et moi, à la fois de soulagement et très chaleureuse. Des mouvements de troupes des hommes du RAID et qui allaient récupérer les otages. Il y a un paquet d'otages. 3 personnes que l'on a vues sortir à ce moment-là. Une sur la gauche aussi qui est récupérée par les forces de l'ordre. Qu'aucun otage n'est décédé au cours de l'assaut donné par les forces de l'ordre. Les décès sont vraisemblablement intervenus lorsqu'ils ont été tués par le terroriste lorsqu'il est rentré dans le supermarché. C'est difficile de parler de succès quand il y a eu des morts auparavant, mais c'est une opération qui, du point de vue technique, est une opération réussie. Koulibaly revendiquait son acte en reprochant à la France de s'être attaqué à l'État islamique. Il indiquait par ailleurs qu'il abattrait tous ses otages si l'assaut devait être donné à Dammartin-en-Gouel, où les frères Kouachi étaient retranchés. Ce que je peux dire, c'est que entre l'échec total, où les otages, une partie des otages auraient été massacrés, et ce succès, il y a souvent très peu de place, et en tout cas pas la place de glisser un papier. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude, ma grande reconnaissance à ces policiers du ministère de l'Intérieur. Lorsque je me rends à l'épicerie hypercachère dans la foulée de cette accolade avec le président de la République pour féliciter les policiers du RAID et de la BRI, c'est une scène extrêmement puissante parce que moi je passe ces troupes en revue pour exprimer ma gratitude, je ne vois aucun visage, je ne vois que des regards qui expriment tantôt la colère, tantôt la fierté, tantôt la tristesse. Certains de leurs camarades ont été blessés. C'est un moment extrêmement fort et qui montre l'extrême tension d'une part, et d'autre part, m'apparaît cette scène rétrospectivement, pas sur le coup, comme très annonciatrice des autres épreuves qui se présenteront à nous. Deux jours après l'assaut contre l'hypercachère, personne ne peut imaginer à quel point les islamistes sont déterminés à saigner encore le pays. Dans cette foule qui manifeste contre le terrorisme, certains vont peut-être laisser leur vie dans quelques mois aux terrasses de café ou au Bataclan. En ce dimanche 11 janvier 2015, 4 millions de personnes de toutes origines et de toutes confessions sont dans la rue pour rendre hommage aux victimes des frères Kouachi et de Koulibaly.
Dans la capitale, 50 chefs d'État et de gouvernement se joignent à François Hollande pour le défilé. Ce jour-là, ils sont soudés contre le fanatisme de l'islam radical. Patrick Pelloux retrouve le président de la République et les deux hommes partagent une fois encore leur peine, tout en redoutant de nouveaux drames. On ne peut jamais avoir la certitude que nous sommes en paix. C'est-à-dire qu'en fait, à tout moment, le terrorisme islamiste peut frapper, peut attaquer et tuer dans une école, dans un bar, partout. Ils peuvent frapper partout. Derrière cette bâche, toute l'horreur et la barbarie de cet attentat. La tête d'un homme décapité vient d'être découverte, à côté, 2 drapeaux islamistes. Le 26 juin 2015, pour la première fois en France, un islamiste décapite sa victime. Puis il essaie de faire sauter cette usine de gaz industriel à Saint-Quentin-Fallavier, en Isère, avant d'être stoppé par un pompier. Je sais que nous sommes sous la menace d'autres actes terroristes. Et nous avons des informations selon lesquelles il y a des attaques qui peuvent être programmées à tout moment, ou de l'intérieur ou de l'extérieur. Le 21 août 2015, un djihadiste tente de mitrailler les passagers d'un Thalys reliant Amsterdam à Paris. Un groupe de touristes le neutralise avant qu'il ne puisse commettre une tuerie à bord du train. Et là, on se rend compte que, à travers l'attentat du Thalys, que désormais ils veulent nous atteindre partout, par tout moyen, et quelle que soit la condition des victimes, leur âge, leur niveau de vulnérabilité, l'endroit où ils vivent. C'est une volonté de terreur partout. Septembre 2015, le président François Hollande donne l'ordre à l'armée de l'air de bombarder pour la première fois les positions de Daesh en Syrie. La France a frappé ce matin en Syrie. A frappé un camp d'entraînement de ce groupe terroriste Daesh et qui menaçait la sécurité de notre pays. L'argument principal, c'est on va frapper loin pour nous protéger, nous. Ça a toujours été l'argument. On vous apporte la sécurité, eh bien, en tuant des gens finalement à l'étranger. Face à ces bombardements, l'État islamique promet de se venger sur la France et les Français. La France a pris une part importante dans la lutte antiterroriste. Par conséquent, c'est un pays qui est menacé en raison de sa politique extérieure, c'est vrai. On a un faisceau d'indices convergents, comme on dit, qui démontre que quelque chose va se passer. Il y avait des informations très claires que des individus européens, et notamment parlant français, je cite, arrivaient en Europe pour commettre des attentats. Donc ces individus revenaient des fronts, arrivaient en Europe pour commettre des attentats. Et tout au long de l'année 2015, ça c'est un souvenir que j'ai gardé de façon très forte. Chaque fois qu'on aura des réunions avec les services de renseignement, chaque fois on nous dira qu'il y a un climat de menace très importante et que la question est finalement moins de savoir est-ce qu'il y aura un gros attentat, mais en fait de savoir où, quand et comment. Et nous nous disons souvent avec le président de la République que la question pour nous n'est pas de savoir si nous serons frappés, mais la question est de savoir quand nous le serons. Où, quand, comment, nous sommes sous cette pression-là. Au palais de l'Élysée, François Hollande se demande où, quand et comment la France va être attaquée par Daesh. Mais aujourd'hui, 13 novembre 2015, c'est le jour des réponses mortelles. Le jour où l'État islamique va frapper Paris et Saint-Denis. 3 commandos djihadistes ont été envoyés pour porter la mort. Ils ont réussi à préparer leur opération sans être détectés. Le premier groupe est composé d'un terroriste français habitant en Belgique et de 2 moudjahidines qui se sont infiltrés en Europe
au milieu des réfugiés syriens. Leur mission, frapper le Stade de France. « 80 000 personnes sont dans les tribunes pour assister au match amical France-Allemagne. À l'extérieur, parmi les retardataires qui se dirigent vers les portes d'accès, qui sont encore ouvertes, il y a les terroristes du premier commando. Les 3 tueurs sont déguisés en supporters allemands, mais ils n'ont pas de billets pour entrer dans l'enceinte sportive. Alors, ils vont quand même tenter leur chance, séparément. Là, il y a un individu qui rentre, il essayait de coller sur une autre personne pour entrer dans les stades. Et là, je les repère, je les parlais, monsieur, vous allez où est votre ticket? Salim pense qu'il a affaire à un resquilleur. Il n'a pas vu la ceinture d'explosifs que porte le terroriste. Il ne se doute pas qu'il refuse l'accès du stade à un kamikaze qui veut mourir en se faisant exploser au milieu de la foule. Pour moi, c'est que c'est un spectateur qui voulait rentrer derrière un autre pour aller voir le match sans payer, quoi. Il m'a dit, ça se peut que la personne qui a mon ticket à l'intérieur, laissez-moi passer, il faut que je rentre. Il faut que je rentre, je dois rentrer. Je lui ai dit, monsieur, non, c'est pas possible. Non, monsieur, vous rentrez pas. Au bout d'un moment, il s'en va. Je pense qu'il a essayé de rentrer sur d'autres portes. Il est 21h15. Le match a commencé depuis un quart d'heure. Le terroriste auquel Salim a refusé l'accès est toujours en dehors du stade. Le kamikaze décide de se faire exploser dans la rue. Dans 5 minutes, il va déclencher sa ceinture piégée. À 21h20, j'ai entendu une détonation. C'est un bruit inhabituel, c'est pas des pétards. En plus, c'est l'odeur de brûlure, quoi. L'odeur de brûlure qui monte, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les stades, quoi. Il y avait des sangs avec des miettes de chair. Le kamikaze est mort. L'explosion a tué un passant. Dans les minutes qui suivent, un des premiers à être informé de l'attentat, c'est le patron du raid, qui se trouve chez lui. Moi, le 13 novembre, j'ai invité à mon domicile l'ensemble de mes collaborateurs directs. Je les ai invités avec leur épouse pour la cohésion d'équipe et pour dîner. Assez rapidement, j'ai un de mes 2 officiers qui était au Stade de France qui me prévient qu'il y a eu une explosion. Il me dit, je vais aller voir. Et lui, assez rapidement, on va sur place. Il me dit, c'est quelqu'un qui s'est fait... C'est un kamikaze qui s'est fait exploser. Donc moi, j'ai ce renseignement-là immédiatement. Et là, on est encore à nouveau dans la situation de se dire, eh ben, ça repart. À l'intérieur du stade, le public n'a pas compris d'où venait l'explosion. Personne ne sait qu'il vient d'y avoir un attentat. Personne, sauf un spectateur, qui est mis au courant immédiatement. C'est le chef de l'État. Il assiste au match. Ma sécurité vient me donner une information comme quoi il y a une personne qui s'est fait sauter à l'extérieur du Stade de France. C'est déjà très grave, mais on peut penser que c'est une opération isolée. Et ce n'est que quelques minutes après que j'apprends qu'il y a presque concomitamment une attaque terroriste dans les rues de Paris et notamment sur des terrasses. Le 2e commando de Daesh vient de passer à l'attaque. Il est composé de 3 islamistes français et belges. Sa mission, mitrailler les terrasses de cafés et de restaurants. Première cible des assassins, le Carillon et le Petit Cambodge dans le 10e arrondissement de Paris. Les tueurs de l'État islamique tirent une centaine de balles sur les clients. La plupart d'entre eux n'ont rien vu venir. Ils sont fauchés par les rafales d'armes automatiques. Les islamistes crient le nom d'Allah. Ils hurlent que la tuerie est en représailles de l'intervention française en Syrie. Ils font 15 morts et laissent 10 victimes en état d'urgence absolue. Au même moment, une 2e explosion retentit dans le Stade de France.
Un nouveau kamikaze vient de se faire sauter à l'extérieur. 6 personnes sont blessées. François Hollande rejoint le poste de commandement opérationnel au 5e étage du stade. Le président veut rentrer à l'Élysée pour gérer la crise, mais il ne veut pas quitter les lieux précipitamment et provoquer un affolement général. Ce niveau d'information qui est le mien au moment où se produisent les explosions au Stade de France, je ne sais pas encore de quels moyens disposent les terroristes et jusqu'où ils peuvent aller. Alors, qu'est-ce que je décide? Je décide, bien sûr, de rentrer le plus rapidement possible pour réunir les autorités concernées. Mais je ne dois pas créer je ne sais quelle panique dans le stade. Si on voit que toute la tribune présidentielle quitte les lieux, les gens peuvent se dire, et nous, qu'est-ce qu'on fait dans le stade? Donc il fallait absolument faire en sorte que le public reste sur place. Les portes du stade sont fermées. Les spectateurs n'auront pas le droit de sortir avant que la crise ne soit terminée. À l'extérieur, l'annonce de l'attaque circule de plus en plus. Vers 9h20, j'ai eu un premier appel pour m'aviser que quelques minutes auparavant, on vient d'avoir une explosion au Stade de France et qu'il pourrait y avoir un mort. J'ai eu assez vite la confirmation de cette explosion, la confirmation d'une seconde, et puis j'ai eu le réflexe de demander à mon épouse de m'allumer la télévision. J'ai vu apparaître immédiatement des bandeaux sous l'écran, annonçant effectivement des fusillades sur des terrasses de café dans le 11e arrondissement. Et là, je me suis dit qu'on y était. Et qu'il était en train de se passer ce qu'on redoutait depuis des mois. Écoutez, je suis arrivée il y a quelques instants face à ce café et restaurant qui s'appelle Le Carillon, qui se trouve à l'angle de la rue Poussa et de la rue Alibert. Et les gens autour de moi sont extrêmement choqués par ce qu'ils ont vu. Apparemment, donc une fusillade assez importante, plusieurs coups de feu, et j'ai pu voir également 2 corps allongés, bâchés, donc ça veut dire 2 morts au moins sur place. Le commando des terrasses continue son équipée sauvage. Les terroristes mitraillent les consommateurs de la bonne bière et de la Casa Nostra dans le 11e arrondissement. Il y a plein de blessés, il y a plein de morts. Un truc de dingue. Un truc de dingue. Il y a des morts? Mais carrément, regarde tout ça, le carnage. À l'intérieur, il y en a partout. Il y a plein de blessés. 5 morts, 8 victimes en urgence absolue. Oh, c'est pas vrai. Oh, les pauvres. Les djihadistes sont remontés dans leur voiture. Ils circulent à la recherche d'une nouvelle cible. Les tueurs de Daesh repèrent un restaurant bondé où les gens s'amusent en terrasse. Il y a un anniversaire ce soir à la Belle Équipe. Le commando tire en rafale et s'échappe en laissant le chaos derrière lui. La terrasse est remplie de corps enchevêtrés, transpercés par les balles de Kalachnikov. Le trottoir est rouge sang. Il y a 19 morts. Les informations annoncent les tueries dans les rues de la capitale. Des parents s'inquiètent pour leurs enfants. Mon téléphone sonne et c'est un ami de mon fils que je connais bien parce qu'il habite la même résidence qui m'appelle et qui me dit « Dominique, il y a eu une fusillade dans le 11e, dans le bar où on est. On ne sait pas ce que c'est, mais Victor est touché gravement. Il faut que tu viennes tout de suite. » Ça s'affiche sur le téléphone, sur mon téléphone, et je vois qu'effectivement, il y a eu des fusillades à tel endroit et qu'à la Belle Équipe, il y a 19 victimes, une urgence absolue, une urgence relative. Pour vous dire à quel point je me pensais vraiment que c'était grave, à aucun moment je n'ai essayé d'appeler mon fils. Parce que je savais que le téléphone sonnerait dans le vide, que je n'aurais jamais plus de réponse. Il a pris une rafale dans le cou, il tournait le dos à la rue, il a pris une rafale dans le dos. Les autres ont eu le temps
ou je sais pas, enfin, ont vu et se sont planqués sous la table. Lui, il a rien vu, il était de dos, il a pris. Et donc, quand les pompiers sont arrivés, je sais pas comment ils font. Ils ont trié, ils ont dit, ce garçon, de toute manière, c'est foutu. Donc je dis à mon ami, Victor est mort. Après le massacre de la Belle Équipe, le commando des terrasses circule à nouveau dans le 11e arrondissement. Les ondes radio de la police sont saturées de messages annonçant les fusillades, mais les terroristes ne sont toujours pas interceptés. Ils s'arrêtent maintenant, devant le comptoir Voltaire. Un seul des 3 djihadistes descend de voiture. Cette fois, il ne tire pas dans la foule. Il entre dans l'établissement, déclenche sa ceinture d'explosifs et se fait sauter au milieu des clients. Il est 21h40. Le kamikaze ne fait que des blessés autour de lui. Ses 2 complices disparaissent dans Paris. Mais le cauchemar ne fait que commencer. Un 3e commando prend le relais. Il est composé de 3 Français qui ont voué allégeance à l'État islamique. Leur but, massacrer le public du Bataclan qui assiste à un concert de rock. 1000 personnes sont dans la salle pour voir le groupe Eagles of Death Metal. Dans le public, il y a Stéphane. Il s'est installé au balcon. Yann est dans la fosse, devant la scène. David est monté au balcon. Sébastien est dans la fosse. Je suis avec ma sœur ce soir-là, ma compagne nous a rejoint aussi. Donc on est juste vraiment à l'entrée de la fosse. À notre droite, il y a la plateforme, la console, des lumières. J'étais avec 4 autres amis. Je suis installé au balcon, donc on appelle ça le virage gauche, il me semble. Donc c'est le virage qui est à gauche face à la scène. Et on a la scène vraiment face à nous et on est déjà de notre placement super content et en plus on est là pour faire la fête, donc on est idéalement placé. J'étais vraiment devant le groupe, plutôt du côté droit quand on rentre, dans la fosse, à 10 mètres de la scène. Et moi, je suis un peu fatigué, donc je vais aller me poser à l'étage, derrière la table de mixage. Alors je vois bien la scène. Et donc, on apprécie le concert qui démarre. Les premières minutes du concert sont assez incroyables parce que la foule est en délire, quoi. Cette salle qui explose de joie au moment où les premières notes de guitare sonnent. Tout le monde est en transe, c'est le cas de le dire. Il y avait vraiment une fusion entre le groupe et le public. C'est un bon concert, le groupe est en forme et je rentre vraiment complètement dans le concert. On passe un bon moment, c'est festif, il y a de l'énergie, il y a de la communication avec le public et donc ça j'aime bien. Aujourd'hui, je peux dire que c'était un des plus beaux concerts que j'ai jamais vu. Il se déroule à peu près 3/4 d'heure, donc ça fait près une bonne dizaine de morceaux. Vers 21h45. Il y a un morceau qui s'appelle Kiss the Devil, donc qui est joué. Et, Embrasse le diable. Ouais, Embrasse le diable, ouais, c'est marrant. Et donc sur le coup, après ça a une symbolique en effet. Et le morceau touche, je sais plus, il n'est pas encore terminé, donc c'est là qu'on entend du bruit, on s'est dit, tiens, peut-être qu'il se passe quelque chose et peut-être que le groupe a prévu une surprise. Le moment où ça bascule, c'est quand on entend ce que tous entre nous, aujourd'hui encore, on entend des pétards. Et on ne comprend pas ce qui se passe. Je suis aux toilettes au moment où ça se passe. Et sur le retour, d'entendre ces bruits secs que je ne reconnais pas. Il y a une odeur de poudre, et donc on pense que ça fait partie du show. Assez vite, je me rends compte que c'est pas des pétards qui sont prévus dans la scénographie, étant donné que c'est pas en rythme, c'est beaucoup plus fort que la musique. Je tourne la tête et je reviens après en direction de la scène parce que je
j'ai pas trop perçu en fait d'où ça venait. Donc je me retourne encore et c'est là que je vois des gars à l'entrée de la fosse, à ma droite, et ils sont comme ça. En fait, ils tirent comme ça par des gestes, comme ça par rafale, sans cesse. Je vois les gens en fait qui s'affalent comme des dominos. En fait, je vois plein de petites sortes de dominos en fait, de gens qui tombent en fait les uns sur les autres. On sentait les balles siffler au-dessus de nos têtes, quoi. Ils tiraient au hasard. Il y a des gens qui sont morts à ce moment-là dans la fosse, quoi. Parce que les terroristes étaient loin, mais ils tiraient au hasard dans la foule, quoi. Ce qui s'est passé lors de la tuerie du Bataclan a été enregistré par un magnétophone qui tournait à l'origine pour capter le son du concert. Moi, j'ai eu l'occasion d'entendre la bande-son, puisque tout ça c'était un concert qui était enregistré. Donc vous avez une bande-son qui dure un peu plus de 2 heures, où vous avez effectivement le spectacle sonore de tout ce qui s'est passé. Et on se rend bien compte que c'est des exécutions les unes après les autres. Et ça, c'est terrible. Là, on entend vraiment les appels au secours des blessés, des gens qui interpellent un peu dans le vide en disant aidez-nous, il est en train de mourir, il perd son sang. Je vois des balles qui sifflent et surtout je vois des balles qui transpercent des corps. Et c'est ces images-là, des balles mêlées à l'odeur, mêlées à ce que j'entends, qui me font comprendre que c'est une fusillade. Ils tirent sur les gens qui sont devant, sur les gens qui essayent de fuir, dans le dos, par devant. Voilà. Et c'est un massacre en fait, parce que personne ne peut résister. Je me dis que c'est un coup de roulette russe, que les balles qui sifflent au-dessus de ma tête, elles pourraient très bien m'atteindre à un moment. Au Stade de France, à 21h53. Le dernier kamikaze se fait exploser près d'un fast-food, sans réussir à tuer d'autres personnes. La deuxième mi-temps commence. François Hollande quitte les lieux pour rejoindre ses principaux ministres. Je me rends au ministère de l'Intérieur et c'est là que nous voyons qu'il y a déjà eu ce carnage sur les terrasses et que nous sommes devant une prise d'otage considérable au Bataclan. Au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, Bernard Cazeneuve a retrouvé la salle de crise et les patrons des forces de sécurité, dont le général Denis Favier. On rejoint la salle de crise qu'on a déjà activée à l'occasion de l'affaire de Charlie Hebdo et on se retrouve autour du ministre dans une configuration qui est celle que nous connaissions hélas et que nous avions hélas l'habitude de mettre en œuvre. La difficulté pour nous dans un premier temps est de pouvoir faire un point exact des informations qui nous parviennent. Extrêmement difficile entre ce qui se passe au Stade de France et ce qui se passe dans le secteur du Bataclan. Et quand on dit le Bataclan, c'est bien sûr le Bataclan, mais c'est l'ensemble du secteur. Donc de multiples informations remontent. Et la difficulté, c'est de pouvoir justement les analyser pour avoir la vision la plus juste possible. Et donc dans un premier temps, c'est pas le manque d'informations qui pénalise l'action, c'est plutôt la profusion d'informations qui interdit d'avoir une vue la plus juste possible. Les autorités savent qu'il y a des coups de feu au Bataclan, mais personne ne peut soupçonner le calvaire des victimes face à leurs bourreaux. Les spectateurs, qui ne sont pas déjà tombés sous les tirs de Kalachnikov, essaient de s'échapper. C'était les moments où les terroristes rechargeaient leurs armes et où ils ne pouvaient pas tirer, que certains donnaient des consignes. Ça y est, on peut y aller maintenant. À ce moment-là, quand je me lève, effectivement, il y a comme un appel d'air. C'est-à-dire que les gens, il y a un mouvement de foule qui va vers la Seine. Donc je décide de suivre le mouvement et puis de partir et de m'enlever du champ de tir. Voilà. J'enjambais des corps, je passais devant des gens qui n'allaient pas assez vite. Voilà, c'était le sauve qui peut, ouais, à ce moment-là. Donc je me retrouve sur la Seine, je passe derrière le rideau noir, je vois l'indication de la sortie de secours et au lieu de prendre le bon chemin, je prends celui de l'étage.
Moi, je suis par terre, je suis allongé par terre comme bon nombre en fait, de personnes dans cette salle. Je regarde, je me mets dans l'optique de me dire, bah, tiens, qu'est-ce que je fais ? Donc je me dis, j'attends, je regarde en fait ma compagne qui est à côté, je vois ma sœur qui est à côté, donc pour l'instant ça va. Je regarde ce qui se passe parce que j'ai une vue un peu aérienne en fait sur la fosse, parce que je suis un peu surélevé. Et je vois différentes scènes de vie, en fait, des gens qui pleurent, des gens qui essayent de courir, des gens paralysés, des gens qui sont sur leur téléphone portable et qui appellent ou qui je ne sais pas ce qu'ils font, mais je vois plein de choses, en fait. Et j'entends des bruits, j'entends des tirs, et je vois encore à quelques mètres de moi, à 10 mètres de moi, ces gars-là tirer. Ça continue sans cesse. Moi, j'ai l'impression que c'est interminable. Et c'est un bruit qui est désagréable parce que dans les oreilles, ça fait sans cesse. Et on se dit, mais quand est-ce que ça s'arrête ? Quand est-ce que ça s'arrête ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et ça continue. Vu que la menace vient du bas et que moi je me trouve au balcon du Bataclan, je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour rester en vie ? Et donc je tombe aussi sur une quarantaine de personnes qui se regardent tous, mais paniquées, quoi. Je tombe sur une nana je lui dis, mais il y a une issue de secours, et elle me dit non. Au premier étage, il n'y a que des fenêtres. Elles sont à plusieurs mètres du sol. Les issues de secours sont au rez-de-chaussée. Elles donnent dans ce passage à gauche du Bataclan. Pour le moment, très peu de personnes ont pu y parvenir. Et là, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux pas descendre, je peux pas ouvrir la porte. Et là, je regarde la fenêtre, je me dis, bon, bah, je vais essayer de monter sur le toit. Et au bout d'un moment, je me rends compte que j'y arrive pas, quoi. Et je me rends à l'évidence de me dire, bon, bah, je suis installé sur le rebord d'une fenêtre, je peux plus rien faire. Parce que là, si je rentre dans ce couloir, c'est la mort. Là, je suis juste, entre guillemets, fait comme un rat, quoi. Et à partir d'un moment, on entend distinctement plusieurs personnes dire ils montent à l'étage. Et je tourne la tête et je vois plein de gens courir derrière moi vers une des portes de sortie, une porte de sortie de secours. Et donc les gens prennent la fuite. Donc ils profitent de la montée de 2 des terroristes à l'étage, parce que le 3e va aller se positionner sur la scène, pour pouvoir sortir. Assez rapidement, je vois arriver de l'autre côté du balcon, donc au même étage que moi, les 2 terroristes avec leur kalachnikov qui se dirigent vers nous, puisqu'on est plusieurs à être là, à pas savoir que faire. À ce moment-là, en fait, je me dis ouais, c'est le temps de sortir, et donc c'est le premier cri que dit ma compagne, il faut sortir maintenant. Et donc moi je dis ouais, ok, d'accord, mais sauf que j'ai dit ma sœur a reçu une balle au niveau de l'aine et une balle qui est passée sous le sein, en fait. Et voilà, donc 2 endroits très proches des parties vitales importantes. Et je regarde ma sœur, je lui dis Gwen, comment ça va ? Elle me dit ça va pas, je peux pas bouger. Je la prends, je la tire, je tire tout son corps, et donc à 4 pattes, en fait, je me retrouve à 4 pattes sur le sol. À un moment, je m'arrête et je lui dis ça va ? Elle me dit je peux vraiment plus faire aucun effort. Je dis non, écoute, c'est pas le moment en fait de rester ici. Si on reste ici, on meurt tous les deux, et donc c'est pas aujourd'hui que ça s'arrête. L'histoire s'arrête pas aujourd'hui, donc on va sortir et on verra ce qui se passera dehors après. À ce moment-là, comme il y en a 2 en haut, puis il y en a un autre en bas qui tire, ou je ne sais pas ce qu'il fait, donc il y a beaucoup de gens à la fosse qui ne bougent plus. Et moi, je me retrouve là en train d'essayer de tracter ma sœur. Et donc j'y arrive non sans mal, on arrive à une première porte, il y a 2-3 escaliers, à droite il y a des toilettes, à gauche aussi il y a des toilettes, et donc là, je la soulève en fait, et donc je la prends par l'épaule. Et donc elle descend ces 2-3 marches, et on débouche, on voit la porte de sortie qui arrive sur la ruelle. Et donc là, avant la porte de sortie, je me dis c'est bon, on n'a pas reçu de balle là, c'est bon, j'ai réussi à relever, donc c'est super, quoi. Donc je sors, je mets la tête dehors, et je vois un gars qui positionné comme ça dehors, donc qui pointe en fait son arme sur moi,
Et donc c'était un policier, il ne savait pas qui j'étais. Et il a dit non mais courez parce que c'est super dangereux ici. Oui mais on sait que c'est dangereux. Et donc courez là sur le boulevard. Je dis oui mais courez, non c'est pas possible quoi. C'est pas possible. Donc on a fait quelques pages et donc ma sœur marchait. Et on débouche sur le boulevard Voltaire. Et donc là, c'est Fall par terre. En fait. Et là, il y a quelques personnes, je vois quelques blessés par terre ici. Il y a peut-être une dizaine de blessés. Je sais pas quoi faire. Et d'un seul coup, c'est étonnant. En fait, il y a quelqu'un qui se pointe vers moi. Pas médecin, pas infirmier, pas pompier. Il me dit tu vas déshabiller ta sœur et tu vas lui faire un garrot. Et donc, je sais pas, en fait... J'avais pensé à ça et donc je déshabille. Donc j'avais ma veste de costume et donc j'appuie. En fait, il me dit mais continue, appuie fort. C'est comme si en fait il y avait quelqu'un qui venait m'aider, qui tombait du ciel et qui était dans la salle comme moi et qui me dit ça. Alors ok, tout se passe bien en fait. J'arrive à sortir, quelqu'un m'aide là, c'est super. Et quelques minutes après, en fait, il y a des pompiers qui commencent à arriver et ils sont pris d'assaut parce qu'il y a des blessés et des personnes qui sont en fin de vie, qui vont bientôt mourir, là, pas loin de nous. Une tuerie au Bataclan, des fusillades aux terrasses de café, des kamikazes au Stade de France. Le 13 novembre 2015, Paris subit une attaque terroriste sans précédent. 40 minutes après le début des attentats, les autorités ignorent encore combien il y a de commandos en action dans la capitale. Mais elles ont déjà une certitude. Daesh a directement organisé les tueries et envoyé ses assassins à Paris commettre des actes de guerre. Nous sommes devant une opération programmée, préparée, commanditée de l'extérieur, c'est-à-dire de Syrie et d'Irak, mais de Syrie, avec des chefs qui ont donné l'ordre et qui ensuite ont fait en sorte que cette opération puisse prendre cette ampleur. Et c'est pourquoi j'ai parlé d'actes de guerre, parce que là, il y a des dizaines de terroristes pour commettre ces crimes, qui tuent pas simplement nos ressortissants, qui tuent les personnes qui sont dans les lieux de spectacle, les terrasses, pour nous infliger des pertes. Donc la guerre nous est faite, c'est une guerre que les terroristes islamistes de Daesh ont voulu engager contre la France. On est véritablement là face à une configuration qui est tout à fait différente de celle des attentats du 7, 8 et 9 janvier, c'est-à-dire qu'on a des attentats qui sont provoqués et organisés depuis une infrastructure qui se situe au sein de l'État islamique, avec une structure qui vise à projeter des équipes de commando en Europe, et puis projeter les actions terroristes à Paris suivant un schéma qui a été validé au plus haut niveau de l'État islamique. Donc c'est vraiment une configuration qui est tout à fait différente. Les terroristes sont entrés dans le Bataclan depuis plus de 15 minutes. Ils tirent encore sur le public, puis marquent des pauses et rechargent leurs armes. Entre les salves de tir, certains spectateurs de la fosse parviennent jusqu'aux issues de secours. Quelques-uns de ceux qui sont coincés à l'étage se suspendent aux fenêtres, mais hésitent à sauter dans le vide. J'arrive au premier étage et la première chose que je vois, c'est une fenêtre ouverte. Alors je me dis, ça y est, je veux sortir du Bataclan, j'ai trouvé ma sortie. Manque de bol, la sortie était à 8 mètres du sol, quoi, et sans échelle, sans parachute, c'était compliqué. Et donc je vois qu'il y a une fille qui a eu la même idée que moi, et donc elle a franchi un pas supplémentaire, c'est-à-dire qu'elle est carrément arrimée à la fenêtre, et elle est pendue dans le vide, et elle essaye de demander aux passants de la récupérer, de l'attraper, quoi. Un peu trop haute, je pense. Et les passants étaient tellement paniqués que personne ne s'arrêtait. Et pendant 5 minutes, elle a crié en vain pour que quelqu'un l'aide. Et moi, j'étais accroché à une bouche d'aération sur le mur, un peu comme Spider-Man, quoi.
Et je rentre à ce moment-là dans le Bataclan, je rentre par la fenêtre pour avoir un bon appui et lui proposer mon bras pour qu'elle puisse re-rentrer dans le Bataclan et pas s'écraser, s'y mettre plus bas. Donc effectivement, elle s'est bien accrochée. J'ai pas compris comment elle a fait. Elle avait une force phénoménale. Et j'ai pas compris comment mon bras aussi s'est pas décroché. Parce que bon, du coup, j'avais une personne, elle avait aucune autre prise que mon bras, quoi, pour s'arrimer, pour rentrer dans le Bataclan. Et puis ensuite, elle s'est évaporée. Elle est allée se cacher dans un local technique. Mais moi, je suis retourné sur le mur. Je suis retourné à l'extérieur du mur avec David. Parce qu'au moins, je suis hors de portée des tirs. Mais je me dis qu'à tout moment, s'ils progressent au sein du Bataclan, forcément, ils vont me tirer comme un lapin parce que je suis complètement désarmé. Je suis pas caché, vraiment. Et de voir ce mec à côté de moi qui me ressemble, les cheveux longs, barbu, voilà, un peu rocker, qui panique. Et je lui dis non mais t'inquiète, on va se revoir après. Et on va boire des bières et ça va aller, tu vas voir. Ça va aller. Très peu de temps après, on voit une ombre passer dans le couloir, une ombre armée, et puis un visage qui se tourne vers nous avec un canon de Kalachnikov. Il se penche par la fenêtre et il nous demande de descendre. Sébastien le premier. Et il dit « Faites pas les héros, faites pas les héros. J'espère que vous êtes tout seul, sinon je vous tue. Je viens de tuer 100 personnes, vous ferez pas la différence. » Ils nous font rentrer et ils nous amènent au balcon pour nous mettre avec d'autres otages. Et là, il nous fait un speech. Il parle en français. Il parle plutôt calmement pour des gens qui viennent de tuer une centaine de personnes. En gros, il dit on fait partie de l'État islamique et on est venu pour faire la même chose et se venger de ce que fait le gouvernement de la France à nos familles en Syrie et en Irak qui sont sous les bombes des avions français. Il cite nommément François Hollande. Ouais. Il dit que c'est parce qu'on a voté pour lui qu'il agit maintenant en représailles à la politique française. Et donc, il nous dit à ce moment-là que on pourra aussi remercier le président Hollande parce que c'est à cause de lui qu'on se retrouve dans cette situation-là. Ils disent, voilà, nous sommes venus pour faire la guerre à la France parce que la France nous a fait la guerre. Et c'est le président Hollande qui en est le responsable et c'est pour ça que nous sommes là. Mais ils n'ont pas visé le président de la République. Ils ont visé des personnes qui n'avaient pris aucune décision. C'est là ce que révèle le terrorisme islamiste, c'est-à-dire qu'on s'attaque, c'est déjà terrible, aux dirigeants d'un pays parce qu'on les considère responsables, on leur fait la guerre. Mais là, on n'attaque pas des soldats, on n'attaque pas des personnes en uniforme, on attaque des personnes qui étaient dans une salle de spectacle. Quelle que soit leur confession, quelle que soit leur conviction. Quand on tue des Français en disant que c'est de votre faute, est-ce que vous regrettez à ce moment-là d'être président de la République ? Je savais quand je prenais cette responsabilité qu'il y avait non seulement des conséquences pour nos soldats, mais je savais aussi qu'il y aurait des conséquences, y compris sur notre propre sol, puisque nous avons des individus qui sont prêts à mourir et à faire mourir, et à tuer des personnes innocentes. Mais c'était ma responsabilité et je l'assume encore aujourd'hui. Cette charge, est-ce que c'est un fardeau à ce moment-là ? Non, c'est un devoir que je considérais accomplir, mais c'est j'insiste sur le mot, une responsabilité. Pendant que l'autre fait ses diatribes concernant l'État islamique, ce deuxième terroriste, lui, a décidé de continuer à semer la terreur et à assassiner. Et donc il s'adresse aux gens qui sont dans la fosse en contrebas et il leur dit « bougez pas, et si vous bougez, je vous tue ». Et donc il y a des gens qui bougent, parce qu'il y a des blessés, parce que voilà, on est humain, quoi.
Et donc il abat plusieurs personnes à la suite de ça, tout en lançant un rire terrible. Et lui, il exalte à ce moment-là, une espèce d'exaltation sadique en fait de sa part. Il est bientôt 22 heures. Les terroristes sont au Bataclan depuis 20 minutes. Les forces spéciales de la BRI et du RAID sont normalement les seules habilitées à intervenir. Mais elles ne sont toujours pas arrivées et la tuerie continue. Alors, un commissaire de la brigade anticriminalité et son équipier prennent l'initiative d'entrer dans la salle. Ils ne sont armés que de leurs pistolets de service. Mais leur intervention va tout changer. Et là, il y a eu une première tentative d'intervention par un commissaire de la BAC qui pénètre avec son chauffeur à l'intérieur du Bataclan. Un des terroristes est debout sur la scène. Il tient en joue une victime et semble sur le point de tirer. Le commissaire de la BAC et son équipier sont à plus de 20 mètres. Il y a eu un échange de coups de feu, à la suite de quoi un des terroristes, un des 3 terroristes kamikazes, est touché par une balle et explose. Les 2 terroristes qui sont en haut parlent entre eux après l'explosion et semblent être plutôt satisfaits de la tournure. En gros, ils disent il est mort en martyr. Et en gros, il doit être satisfait parce que c'était ce qu'il voulait, quoi. Ils exaltent, quoi. Ils sont contents, il y a des cris de guerre qui sont lancés. Puis en même temps, il y a une espèce de panique qui les saisit et ils nous regardent, ils nous braquent et ils nous disent retournez là-bas, tout en pointant du doigt le couloir. Au bout duquel il y a un escalier en colimaçon qui descend vers le rez-de-chaussée et ils nous installent derrière les 2 fenêtres. On est posté en bouclier humain à ces fenêtres. Et à chaque extrémité, il y a 2 otages aussi qui sont contre la porte. Les 2 terroristes, français, islamistes, conduisent une dizaine d'otages dans ce petit couloir du premier étage. Ils referment la porte derrière eux. La seule autre issue est l'escalier au bout du couloir qui descend au rez-de-chaussée. Maintenant, ici, ils vont attendre les policiers. Ça veut dire que très clairement, on passe du mode tuerie en mode de retranché de la part de ces agresseurs-là. Et l'action du commissaire de la BAC est en tout point remarquable. Elle a mis en tout cas un coup d'arrêt à l'action terroriste. Et ensuite, les forces spécialisées, bien sûr, rentrent dans la logique opérationnelle qui est la leur pour bien maîtriser la situation. Les équipes de la BRI et du RAID arrivent sur place. Les terroristes sont retranchés, donc ils ne bougent pas. Et d'ailleurs, à un certain moment, le chef de la BRI qui était sur place se demande s'ils sont encore là ou s'ils sont partis. Tellement ils étaient retranchés et ils ne bougeaient pas. Ensuite, moi, j'arrive avec le gros des effectifs. Là, on ne se pose plus la question de savoir si les terroristes sont là ou ne sont pas là, puisque dans une rue adjacente, ils tirent à partir des fenêtres. Donc on sait qu'ils sont là, voilà, donc ils sont retranchés. C'est une nuit d'horreur, une série d'attaques a ensanglanté la capitale ce soir et le cauchemar n'est pas terminé. On est en train de basculer dans l'attentat de masse qui répond finalement aux objectifs et aux mots d'ordre qui sont divulgués par Daesh dans toute sa presse médiatique, qui consiste à procéder à des appels au meurtre permanents contre toute la communauté française, où que les gens se trouvent, de quelque façon que ce soit. Ça peut être tiré dessus, précipité du haut d'une falaise, foncer dessus avec une voiture. L'imagination est au pouvoir, de la pire des façons. Je me dis que cette guerre qui est menée sur d'autres théâtres vient et débarque dans la capitale parce que la capitale est le symbole de ce que ces gens-là détestent le plus au monde. Ils disent aussi que Paris est la ville des dépravations. Enfin, ils utilisent un terme comme ça et que c'est pour ça qu'ils veulent choisir aussi Paris, que c'est la ville du vice. Enfin, bon, c'est des ignorants, des incultes, des gens très, très faibles dans leur esprit. On s'est
intelligemment mis d'accord avec le chef de la BRI. Lui prenait le premier étage et moi je tenais le rez-de-chaussée. Et moi, en tête de la colonne d'assaut, je pénètre dans le Bataclan. Ce que je vois, moi, en arrivant au Bataclan, c'est un carnage, c'est un tapis de corps, certaines personnes tuées, d'autres blessées gravement, moins gravement. Un véritable carnage, un charnier, quoi. C'est quelque chose de difficile à vivre. Je pense que l'esprit humain, normalement constitué, ne peut pas imaginer un massacre. C'est impossible à imaginer, c'est pas possible. Comment pouvez-vous penser que une ou deux personnes vont passer leur temps dans une salle de spectacle à tuer des gens froidement, d'abord en rafalant, ensuite en les achevant, froidement, comme ça, c'est un amoncellement de cadavres. Moi, bien évidemment, j'avais jamais vu ça, et donc à un certain moment, psychologiquement, ça bloque. Et quand vous êtes bloqué, vous êtes patron de la colonne d'assaut, ben, il faut vous remettre dans la situation très très vite, quoi. Alors, quelle est votre technique? Comment vous faites? Eh bien, je me reconcentre très rapidement sur un événement heureux que j'ai eu, en particulier de mon enfance. Et moi, au Bataclan, je me suis recentré sur le village natal de mon grand-père, où mon grand-père m'amenait à faire des balades en forêt, etc. Et ça me permet de rapidement de m'extraire de cette vision-là et de partir sur autre chose. Donc voilà, ça ne dure pas très longtemps et ça permet ensuite de... Mais il faut savoir que je rentre en premier, c'est moi qui prends ce choc visuel plus que les gars derrière moi, quoi. Donc les gars, eux, l'auront au fur et à mesure en traversant le charnier, parce qu'il faut ensuite traverser le charnier, aller jusqu'à la Seine, monter sur la Seine et bloquer la porte du rez-de-chaussée qui se trouve derrière la Seine. Et pour monter sur la Seine est à peu près à 1 mètre, donc vous traversez ce charnier, donc vous traînez les pieds pour ne pas marcher sur les cadavres ou les personnes blessées. Certaines personnes blessées vous tirent par le pantalon, il faut le savoir. Vous continuez à aller jusqu'au bout de votre mission. Donc, et il y a une deuxième chose, moi, qui en tant que patron du RAID me prend au trip, c'est que on est en face de quelque chose qui n'a jamais existé en France, c'est des kamikazes. C'est des individus revêtus d'explosifs, donc qui vont se bouger, qui vont se coller à vous ou faire exploser la moitié de la colonne d'assaut, faire exploser des gens, etc. Et ça, c'est difficile à gérer en termes d'intervention. Les colonnes de la BRI et celles du RAID entrent dans le Bataclan. La BRI grimpe au premier étage, jusqu'à la porte du couloir derrière laquelle se trouvent les terroristes et les otages. Le RAID progresse jusqu'à la Seine pour bloquer l'escalier par lequel les djihadistes pourraient tenter une sortie. Les tueurs savent que la police investit les lieux. Alors les terroristes, ils sont en contact avec la voix et ils me demandent clairement à qui veut l'entendre en bas, qui c'est qui est là, c'est le GIGN. Et là, ma négociatrice qui est avec moi, qui a des réflexes de négociatrice, dit il faut leur dire qu'on est le RAID, qu'on est l'aide. J'ai dit certainement pas, personne ne parle, certainement pas, parce que le but c'est de se faire exploser, de mourir, de foncer vers nous, et de nous faire exploser, de faire exploser les otages par la même occasion. Pour les djihadistes, la vie idéale, c'est la vie de l'au-delà. C'est-à-dire qu'ils se sont construits une vie imaginaire qui leur dépeint une vie après la mort, de jouissance et de luxure, et du sexe et de l'alcool. Et alors, c'est très paradoxal, parce qu'en vérité, ils aspirent à vivre éternellement la vie qu'ils honnissent ici. Ils sont complètement dans une sorte de névrose permanente, en train de détester les femmes dans le monde que nous vivons, les mépriser, vouloir les couvrir, mais en même temps avoir ce fantasme de mourir en martyr et de recevoir 70 vierges en paradis. Mais c'est complètement dingue de devoir, passez-moi l'expression, c'est dingue de devoir imaginer qu'en tuant des personnes, on recevrait en récompense des femmes pour avoir des rapports sexuels à l'infini.
ils continuaient à nous parler comme s'ils essayaient de nous convaincre d'une certaine manière, et en même temps c'était assez étrange, c'était un non-sens parce que moi je me souviens très bien d'un des deux terroristes il y a une balle qui s'enraye et en fait il percute son arme, il y a un coup qui part, et il me dit on rigolera, quel âge de merde, et il me le dit comme si j'étais son ami quoi. Je pouvais être son pote à ce moment-là. Mais en même temps moi je le regardais, je me disais waouh, non en fait. Donc il y a une espèce de climat de non-sens, on comprend pas ce qu'ils veulent. Donc il y a des négociations avec la police qui se font en même temps à travers les téléphones d'un des otages. Et tout ça n'a pas de sens puisque dans tous les cas, ils veulent libérer aucun otage. Ils demandent une lettre signée de François Hollande qui dit on retire les troupes de Syrie, mais c'est complètement illusoire. Et ils disaient à la police au téléphone, si vous rentrez, on se fait péter et les otages au milieu de nous, quoi. Je donne l'ordre, là aussi, d'intervenir. Mais la grande différence de ce qui s'est passé au mois de janvier, l'intervention, mais beaucoup de temps avant de pouvoir atteindre son résultat. Et moi-même, je perdais patience. Et j'imagine beaucoup de Français aussi. Pourquoi c'est si long? Pourquoi entre le moment où je donne l'ordre, quasiment dès qu'on sait qu'il y a une prise d'otage, et le moment où les terroristes sont neutralisés, pourquoi laisser autant de temps? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'il faut être sûr de neutraliser les terroristes et qu'il n'y ait pas de victimes parmi les otages. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. C'est une horreur. Nous n'avons pas terminé les opérations. Il y en a encore qui sont extrêmement difficiles. C'est en ce moment même que les forces de sécurité font assaut. Un coup est donné sur la porte. Peu de temps après, la porte cède. Et moi, pendant ce temps-là, je sens une main sur mon épaule, qui est en fait la main d'un des terroristes, et qui me donne l'ordre d'aller au bout du couloir, où je retrouve Sébastien et Stéphane. Dans la seconde qui suit, la porte tombe sur les otages, parce qu'elle est complètement fracassée par les opérateurs de la BRI. Le terroriste vide son chargeur sur la colonne de policiers. Et donc la police réplique de même. Donc en gros, il y a une scène de guerre à 1 mètre de moi. Ça tire. La BRI envoie des grenades assourdissantes, donc qui tombent à nos pieds, donc qui rajoutent une couche où on comprend encore moins ce qui se passe, quoi. On est encore plus hébété. Et moi, j'ai le terroriste face à moi qui n'a plus de balles, et je le vois jeter son arme et commencer à se palper, à chercher des choses dans ses poches, et il tombe sur comme un bouton poussoir qu'il active, qu'il actionne. Et il y a une explosion très différente de celle des grenades. Et je suis soulevé de terre. Et je me souviens que là, il y a un espèce de silence, quoi. Et j'entends plus rien, en fait, je suis complètement sourd. Et la seule chose que j'articule, c'est « à l'aide ». Et donc je sais qu'il y a quelqu'un allongé à côté de moi, là. Je sens un corps à côté de moi, et en fait, c'est Stéphane. Et je crie à l'aide, je crie à l'aide, je crie à l'aide. Je sens une main qui m'attrape par les cheveux, comme ça, et par le jean, et qui me jette dans le couloir. J'ouvre les yeux, et là, j'ai devant moi un des gars de la BRI, harnaché, qui m'attrape et qui m'extirpe en direction de la porte, donc de l'intérieur du Bataclan. Donc on descend l'escalier, et moi je suis dans un état lamentable, hein. Je suis fatigué, je suis sale, je suis pas bien, quoi. Psychologiquement, on est à zéro, physiquement aussi. Et en fait, au moment où on descend les escaliers, on tombe sur un énième policier qui nous dit très vite, ne regardez pas. Sans parler de quoi, sans... Et j'ai une image très nette en descendant les escaliers, de voir des gens allongés, quoi, qui sont en fait décédés. Et d'entendre ce mec qui dit ne regardez pas. Et en fait, moi, je lève le regard et j'ai
la fosse, quoi, qui en fait est un charnier total, absolu de gens morts et des flaques de sang, des litres de sang partout, quoi. Et donc là, moi je regarde et ça me brûle les yeux, quoi, littéralement. Je tombe pas dans les pommes, mais presque, c'est insoutenable. Dans la configuration dans laquelle on était, le fait qu'il y ait eu quasiment pas de blessés, à part un opérateur de la BRI, mais sinon c'est vraiment des blessures légères, je pense que c'est incroyable. C'est inexplicable même. Les attaques du 13 novembre 2015 font 130 morts. Au Bataclan, dans les rues où les terrasses ont été attaquées, il y a 350 blessés. À la Belle Équipe, les pompiers comptent les victimes décédées sur place. C'est ici que Dominique pense qu'elle va trouver le corps de son fils, Victor. Il a été frappé dans le dos en début de soirée par une rafale de Kalachnikov. Mais quand elle arrive sur place, elle ne le voit pas. Là, je retrouve les amis de mon fils, ceux qui n'étaient pas blessés. Et là, l'ami de mon fils me dit « Mais non, Dominique, je t'ai dit qu'il était blessé, ils l'ont emmené, les pompiers l'ont emmené. » Bon, donc on attend que les ambulances partent les unes après les autres. Puis à un moment donné, vers minuit, minuit et demi, j'essaye d'appeler le numéro d'urgence qui, évidemment, voilà, ne répond pas. Vers 1h, je finis par avoir quelqu'un qui me dit « Ben non, votre fils n'est pas dans la liste des victimes. Décédé. » Ouf, bon, tout va bien. Et à ce moment-là, on se dit ben, on va faire le tour des hôpitaux. Et partout, on nous dit ben non, on n'a pas trace de Victor. Non. On sort, il devait être 5h du matin, les oiseaux chantent, le jour se lève, et là encore, j'ai un deuxième sentiment, je me dis, tu ne reverras pas ton fils vivant. Je ne dis rien, mais j'en suis convaincue, persuadée. Voilà. Il est 7-8 heures du matin, on arrive chez nous. Alexandra, l'amie de mon fils, arrive de banlieue. Et là, on continue toute la matinée, chacun avec nos téléphones. On est 4. Hein. Mon mari, mon fils, Alexandra. On téléphone, numéro d'urgence, on n'a rien. On lance les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, machin bidule. On a des informations contradictoires, on n'a aucune. Et puis, vers 1h de l'après-midi, Alexandra me dit je viens de voir qu'il y avait des personnes qui étaient emmenées à la morgue. Je lui dis bah oui, mais enfin c'est ridicule. L'Institut médico-légal, c'est des morts qu'on emporte. Or, cette nuit, on m'a dit qu'il n'était pas dans la liste des morts. Elle me dit oui, mais j'appelle quand même. Donc elle appelle, elle a quelqu'un, elle décrit Victor, comment il est habillé, enfin comment il est, etc. Et là, c'est une scène que je n'oublierai jamais non plus. Elle est dans le couloir, je la regarde, elle tombe, mais elle tombe. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Et elle me dit, ils me disent qu'ils ont quelqu'un qui pourrait correspondre à Victor. On prend la voiture, mon mari me dit, on y va, on va voir. On arrive à l'accueil, on nous fait asseoir, on nous demande, voilà, on décrit. Et pareil, on nous répond, effectivement, on a quelqu'un qui correspond à ce que vous nous décrivez. Et on dit, on voudrait le voir. On veut savoir. De toute manière, là, maintenant, on veut savoir, on veut le voir. Et là, on nous dit, ah non, vous ne pouvez pas le voir parce qu'il n'y a pas de policier pour assister à la reconnaissance du corps. Bon. On va vous appeler pour vous dire quand vous pourrez venir. Inutile de vous dire qu'on est sonné. On est d'habitude plutôt battant. Mais là, on est sonné.
Maintenant, on est dimanche, c'est presque 2 jours après, puisqu'on cherche Victor depuis le vendredi 21h30. Et le dimanche, on a rendez-vous à l'Institut médico-légal. Nous sommes reçus par une haute fonctionnaire très sobre, mais très directive, qui nous dit, voilà, je vous explique. Vous allez entrer dans une salle, vous verrez votre fils derrière une vitre. Vous avez une demi-heure. Et elle nous dit, et je vous conseille de ne pas revenir. Donc effectivement, on rentre dans une salle, et derrière une vitre, on voit notre fils qui a l'air de dormir. À ce moment-là, c'est encore notre fils. C'est encore lui, il a encore l'air de dormir. On ne peut pas le toucher. C'est terrifiant. Je le souhaite à personne. C'est terrifiant, c'est horrible. Et au bout d'une demi-heure, on n'a pas vu le temps passer, bien sûr. On vient nous chercher en nous disant, en gros, il y a quelqu'un derrière vous qui attend pour la même cérémonie morbide. C'est un deuil qui est terrible. Tout cet aspect-là est terrible. Il y a eu des aspects plus positifs. Les aspects plus positifs, c'est que c'est un deuil collectif. Et que je me dis que les gens qui ont perdu un fils de 24 ans dans un accident de la route, ils sont tout seuls. Ils ont leur famille, leurs amis, mais ils sont tout seuls. Nous, c'était un traumatisme parisien, national, européen, même mondial sans doute pour les gens qui aiment la France. Et on n'a jamais... Il y a eu une solidarité, une compassion au sens propre qui a été magnifique. Mais à ce moment-là, on est quand même tout seul face à une réalité froide, glaciale même. Et après avoir enterré les morts, il nous reviendra de réparer les vivants. À vous tous, je vous promets solennellement que la France mettra tout en œuvre pour détruire l'armée des fanatiques qui ont commis ces crimes. Oui, de la haine. Pour ces assassins, oui, j'ai de la haine. J'ai aucun souci avec l'islam, tant qu'il reste effectivement une religion privée, qui ne s'impose pas dans la sphère publique. Mais par contre, oui, ceux-là, oui, je ne leur trouve aucune excuse, je ne pardonnerai jamais, et je veux qu'ils payent. Presque tous les terroristes du 13 novembre ont été tués lors des attaques. Mais il reste 3 fugitifs en cavale. 2 tueurs des commandos des terrasses sont repérés 5 jours plus tard, le 18 novembre, dans cet immeuble à Saint-Denis. Ce sont des Belgeo-marocains, musulmans, radicalisés, soldats de Daesh. Ils refusent de se rendre et se font exploser lors de l'assaut du raid. L'islamiste français, soupçonné d'avoir déposé les kamikazes au Stade de France, est repéré 4 mois plus tard, en Belgique, à Molenbeek-Saint-Jean. C'est un repère logistique important pour les djihadistes qui frappent en Europe. Salah Abdeslam est capturé vivant. C'est le seul terroriste qui sera jugé pour les crimes commis à Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015. L'année 2015 est une année de fer, de feu et de sang, et c'est une année de tristesse infinie. Et ça s'en va pas. Ça part pas. Et oui, l'année 2015 se termine pour moi comme elle avait commencé, c'est-à-dire dans la rencontre presque quotidienne avec cette peine immense avec laquelle on vit sans l'apprivoiser jamais. C'est une année plus que noire, c'est une année où on a beaucoup vieilli. Jamais j'aurais imaginé, jamais j'aurais imaginé tout ça, jamais. C'est complètement surréaliste comme spectacle. Des amas de corps les uns sur les autres, partout, quoi. Partout.
Oui, clairement, je suis plus du tout la même après 2015. Cette année a été pour moi vraiment une année qui m'a profondément transformée. C'est vrai que c'est une année où on a vécu la guerre et des scènes de guerre, oui. J'ai beaucoup pensé évidemment à mes enfants, à nos enfants et à ce qu'on devait leur léguer et être à la hauteur et revenir sur cette idée que aujourd'hui, la plus grande menace pour le monde, c'est l'inculture. Quel est le dernier souvenir ? Je peux pas vous répondre, j'en ai des dizaines qui me viennent à l'esprit. Victor était plein de vie, dynamique, aimant une belle jeune fille. Ils avaient parlé de mariage la veille. Et voilà, il avait envie de voyager, il aimait le soleil, il est né à Barcelone. Il a toujours regretté qu'on soit revenu vivre à Paris. Et moi, parfois, je me dis, on aurait dû rester à Barcelone. Il serait encore vivant, mais bon. Et je rentre, donc j'arrive chez mes parents le lendemain, vers 12h30, 13h. Et c'est une... J'ai l'impression de sortir d'une apnée de plusieurs heures, quoi. En fait, je suis dans l'escalier, mes parents habitent dans une cité HLM de banlieue sud, et j'ai toujours, même aujourd'hui, j'ai pour habitude d'entendre ma mère avant de la voir. Parce qu'elle est toujours au téléphone, en espagnol, elle parle en espagnol, et je me souviens de l'entendre et d'être devant la porte et de me dire, c'est là que ça va faire mal, en fait. Parce que là, tu retrouves ta vie d'avant, en fait. Et je sonne, parce que j'avais plus les clés de chez moi. Et c'est mon père qui m'ouvre. Et bizarrement, c'est en le voyant que je comprends à quel point c'est grave, à quel point, quelque part, je suis dans la merde, parce qu'il va falloir que je me reconstruise, que je me rends compte que lui, il est dévasté, que ma mère est dévastée. Et je me retrouve avec mon père par terre, en fait, en train de s'enlacer. Et il me dit à ce moment-là, je t'aime mon fils, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et moi je prends ça comme... Et c'est là que j'arrête l'apnée, quoi. Là je sors la tête de l'eau, je me dis, maintenant, c'est fini, quoi. Je commence un peu à réaliser, ouais. Je commence un petit peu à réaliser, je me dis, ouais, et je commence à réaliser, je me dis, ouais, que j'ai certainement échappé à quelque chose de grave, à la mort, en fait. Et je commence un petit peu, autant là, avant, c'était un peu, je me disais, c'est un cauchemar, j'arrivais pas à réaliser ce qui se passait. Mais là, je me dis, ouais, c'est quand même réel, en fait, ce qu'on a vécu. Et ouais, je me dis, c'est incroyable, en fait. Et c'est là, en fait, où ça nous ramène à se dire, ouais, mais que la vie, elle tient un peu de choses, c'est un fil, c'est vraiment, et en même temps, c'est si précieux, et on se rend compte que ça bascule extrêmement vite. C'est fou, en fait, c'est fou. Et ça, ouais, ça, on se rend compte à ce moment-là. On se rend compte qu'on n'est pas grand-chose, qu'on n'est qu'une infime partie de poussière, en fait, là-dedans. Et que cette situation où on passe un bon moment, elle peut, en un claquement de doigts, se retourner contre nous, quoi. C'est fou. Il faut avancer. Il faut avancer, il n'y a pas d'autre choix, de toute façon. Bah là, à ce moment-là, j'ai envie de profiter de la vie, ouais. J'ai eu la chance de perdre personne, en fait. J'ai eu une chance inouïe ce soir-là. Je pense à tous ceux qui ont perdu des proches. Je pense à tous ceux qui ont été blessés dans leur chair, qui ont pas eu cette chance que j'ai eue. Donc oui, pour moi, c'est facile. Bien sûr, c'est facile de retourner à la vie. Oui, il y a eu une prise d'otage, il y a eu un assaut de la BRI. Il y a eu ces 11 personnes qui sont restées pendant 2h30 avec des terroristes. Et c'est important pour moi de le raconter, même si dès les premières fois où j'ai raconté, j'avais l'impression de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre, tellement ça reste une histoire
incroyable, extraordinaire. Même encore aujourd'hui, quand je la raconte, des fois je me dis c'est pas possible, quoi. C'est inventé tellement c'est dingue. En 2015, nous sommes devant une organisation, Daesh, qui nous fait la guerre. Quelle était la volonté des terroristes en novembre? Il faut toujours s'interroger, pourquoi une opération de cette envergure? Elle avait 2 buts. Le premier, c'était de dissuader, de continuer à intervenir en Syrie et en Irak. Et le deuxième but, de guerre, si je puis dire, c'était de diviser le peuple français. C'était de faire qu'il y ait une stigmatisation des musulmans, une séparation, c'est le cas de le dire, du pays. Et qui a gagné? C'est la République qui a gagné. Non pas que nous en ayons terminé avec le terrorisme, mais la République a été plus forte. Elle a tenu bon, elle a réussi à éradiquer Daesh, et elle n'a pas cédé. Le terrorisme a été vaincu, mais il n'est pas encore complètement mort ou disparu.